Bien, bonsoir. Je crois que nous avons eu un débat sur le monde arabe il y a 2 ans et demi. À l'époque, il régnait une très grande euphorie par rapport à ce qui se passait. Aujourd'hui, quand on parle du monde arabe, on est plutôt dans une vision très pessimiste de ce qui se passe. On a l'impression, pas que l'impression, que c'est uniquement des guerres et qu'il y a un conflit particulièrement sanglant qui est la Syrie. Il y a une impasse en Égypte. Donc, il y a effectivement de nombreuses interrogations. Je voudrais simplement dire en introduction qu'il faut se méfier de l'ère du temps, c'est-à-dire des modes. Quelques mois avant les révolutions arabes, quand on regardait le monde arabe, on avait l'impression d'un monde immobile qui ne bougeait pas. On avait des élites qui pensaient tout à fait que les régimes en place étaient stables et puis finalement pas si mauvais que ça. Et en quelques mois, ça a changé parce que ce qui changeait, c'était les sociétés, c'était les gens qui y vivaient, c'était les gens qui se battaient là-bas. Et je crois qu'aujourd'hui, même s'il y a des événements dramatiques, il faut prendre du recul et essayer de réfléchir un peu et de ne pas être dans une actualité immédiate, d'autant que nous le savons, sur le monde arabe comme sur d'autres questions, les médias ont une manière de fonctionner qui parfois ne favorise pas la compréhension. Ils vont se focaliser pendant une semaine sur la Syrie et puis on va oublier ça totalement, on va passer sur la Crimée et puis on va revenir à autre chose, etc. Et on a du mal parfois à avoir la continuité. Donc ce débat, je vais donner la parole aux trois invités pour 10 minutes environ et ensuite on prendra des questions pour animer un peu le débat. Donc je donne la parole à Jocelyne. Je voudrais simplement dire en introduction qu'elle a écrit un petit livre juste au moment du début des révolutions arabes sur la Tunisie et qui mettait en lumière quelque chose qui me semble très important, qui montre aussi que des fois on peut tout savoir et être aveuglé, en disant, elle écrivait dans le livre qu'on savait tout sur la Tunisie, les tortures, les mauvais, enfin le système corrompu, etc., etc. Et en même temps que personne, on faisait comme si ça n'existait pas ou comme si ça pouvait continuer de manière éternelle. Et là, encore une fois, c'est important de se dire que des fois, il faut sortir de ces impressions immédiates qu'on a sur les pays et prendre du recul. Et je lui passe la parole. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je vais prendre la parole de manière vraiment très, très spontanée pour dire que s'il y a un message que j'ai envie de faire passer ce soir, c'est vraiment un message d'optimisme. Lorsque la constitution tunisienne a été adoptée fin janvier, tout d'un coup il y a eu un effet de surprise, comme une sorte de divine surprise, mais c'est apparu un peu incompréhensible parce que depuis le moment de la révolution et depuis les élections d'octobre 2011 qui ont donné une majorité, comme vous le savez, au parti islamiste, on avait l'image d'une révolution en Tunisie notamment qui s'enlisait. On s'est mis à parler subitement de l'hiver après les printemps arabes, donc l'hiver islamiste, et puis on a eu de cesse de nous rappeler, notamment dans les médias français, à quel point tout allait mal, assassinat politique, et en permanence on nous rappelait à quel point les islamistes étaient là pour emprisonner les rappeurs trop audacieux. Il y a eu l'affaire des Femen, etc. Donc on a eu l'impression d'une espèce de chape de plomb qui tombait sur ce pays qui avait accédé à la liberté. Et du coup, on ne comprenait plus du tout pourquoi on se retrouvait avec une constitution, avec des avancées aussi impressionnantes
donc sur cette question de la parité homme-femme, sur cette question de la liberté de conscience. Et pour moi, ça a été vraiment une satisfaction intime et très personnelle, parce que justement, j'avais gardé beaucoup d'espoir tout au long de ces années d'élaboration pénible de la Constitution, en voyant des dynamiques très positives justement à l'œuvre, des mobilisations contre la torture, pour la liberté de conscience. Et donc, je voudrais souligner cette difficulté d'être optimiste, peut-être en prenant deux niveaux. Donc celui des médias occidentaux. C'est un peu facile, je sais, de commencer par un procès des médias, mais je pense que c'est important parce que c'est le filtre que nous avons ici pour comprendre ce qui se passe. Et grosso modo, pour eux, la grille de lecture, elle est simple. Là où il y a les islamistes, ça veut dire qu'on est dans l'échec. Alors que tout l'enjeu, justement, c'est d'arriver à construire un système démocratique avec les islamistes. On ne peut pas faire sans eux. On ne peut pas éliminer des gens qui représentent 40% donc en termes de majorité électorale. Donc ils sont arrivés au pouvoir, ils ont commis des erreurs, je dirais heureusement, parce que comme ça, du coup, évidemment, leur poids électoral a de fortes chances de baisser, et puis surtout, on a vu qu'il s'agissait d'acteurs politiques comme les autres. Et c'est ça qui me paraît important de souligner, ce sont des acteurs politiques comme les autres. C'est-à-dire que régulièrement, ils lancent un ballon d'essai, puis ils voient les réactions, et si les réactions sont trop hostiles, ils font marche arrière. C'est comme ça, par exemple, qu'ils ont à un moment proposé d'inscrire dans la constitution tunisienne une complémentarité de l'homme et de la femme au sein de la famille. Et ce mot de complémentarité a suscité un scandale dans le monde entier. J'ai regardé, dans le monde entier, il y a eu des articles s'indignant donc de cette proposition, mais très vite, ils l'ont retirée. Et donc on a aujourd'hui cette parité dans la Constitution. Donc c'est un jeu d'acteurs finalement comme tous les autres. On voit jusqu'où on peut pousser le bouchon. Et finalement, il me semble qu'il faut les voir comme des conservateurs religieux, comme il y en a aux États-Unis, comme il y en a actuellement en Espagne. Vous voyez cette surprise de l'offensive contre l'avortement en Espagne. Il me semble que les conservateurs religieux se ressemblent un peu partout, c'est-à-dire qu'on sait à quoi s'attendre. On sait que les femmes vont avoir du souci à se faire, on sait que l'avortement risque d'être menacé, on sait, c'est un programme. Et donc, il n'y a pas de raison particulière, à mon sens, de diaboliser ces conservateurs religieux plutôt que d'autres, puisque de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra les intégrer au système démocratique. Donc, soyons logiques. Cette constitution, avec ses dimensions progressistes, tout n'est pas acquis, certes. Moi, j'aurais aimé que l'abolition de la peine de mort, par exemple, soit inscrite dans la Constitution. Ça n'a pas été le cas. Mais c'est une constitution avec des avancées incontestables. Et étant donné qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée, on ne peut pas considérer que cette constitution s'est faite contre eux et sans eux. C'est impossible. C'est pas, tout simplement pas logique. Et donc, du coup, il faut bien prendre acte d'une réalité politique plus complexe, plus subtile. Par exemple, la vice-présidente de l'Assemblée constituante à Tunis, qui est une islamiste, on sait qu'elle a voté pour l'abolition de la peine de mort et contre son parti. Donc, il me semble qu'il faut passer maintenant au niveau des médias et du coup au niveau de leur lectorat à une réalité un peu plus complexe, plus subtile. Arrêter par exemple, là, je pense notamment aux magazines féminins. Combien de fois j'ai lu les femmes tunisiennes contre les islamistes? Je suis désolée, il y a quand même des femmes tunisiennes islamistes, non? Elles représentent quel pourcentage de l'électorat? Et à l'Assemblée, la majorité des femmes présentes à l'Assemblée, élues, sont des islamistes. Donc on ne peut pas partir du principe qu'il y a d'un côté la société civile, d'un côté les femmes, et de l'autre côté un pouvoir qui aurait été représenté par les islamistes et leurs alliés. Cette réalité politique, elle est plus subtile et il faut commencer à intégrer cette idée que tout le monde est un acteur politique.
La deuxième difficulté, je dirais le deuxième plan de difficulté pour être optimiste, il vient tout simplement des citoyens eux-mêmes qui au quotidien vivent une situation extrêmement difficile. Moi je suis historienne, donc quand on parle de révolution, quelle qu'elle soit, je sais que ce sont des processus qui s'inscrivent dans la durée. Je sais qu'une révolution, on ne peut pas l'évaluer avant 20 ans, 25 ans. C'est pas un bilan qu'on peut faire sur une année ou deux, mais évidemment, quand on vit au quotidien une situation complexe, difficile à interpréter, on ne peut pas garder le cap de l'optimisme de cette façon. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que j'imagine a fortiori, évidemment, ce que ça peut être que de vivre la situation syrienne ou libyenne, ou même égyptienne, mais même en Tunisie, c'est difficile, parce que du jour au lendemain, les gens qui vivaient dans une espèce d'unanimisme, ils savaient qu'il était factice, mais les problèmes, les divisions internes ne sortaient pas finalement, étaient assez feutrées. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé face à des clivages, face à des divisions de fond qui sont le propre évidemment d'un système démocratique. C'est bien ça, être démocrate, c'est accepter de vivre avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord sans s'exterminer réciproquement. Et donc du jour au lendemain, il a fallu accepter justement ces clivages, ces divisions, alors que depuis plusieurs décennies, on vivait dans un espèce donc d'unanimisme, dans une espèce de paix sociale aussi. Il y a toute cette dimension des luttes sociales qui avaient été complètement étouffées et qui d'un seul coup éclatent. Il y a un besoin de rattrapage énorme sur le plan social, sur le plan syndical, avec une multiplication de grèves dont on ne parle même pas ici. C'est assez curieux. Cette dimension sociale échappe complètement. Il y a tous les jours des sit-ins, il y a tous les jours des grèves, des revendications. Et cette dimension-là n'est pas du tout perçue. Et donc, la grande difficulté, ça a été de se découvrir finalement divisé, y compris au sein des familles, y compris au sein d'un cercle amical. C'était une situation complètement inédite. Et ce qu'on en a vu, qui est en même temps une division bien réelle, c'est un clivage entre laïcs et islamistes, dont je ne suis pas trop longue, parce que vous dites... Pas encore. Donc un clivage entre laïcs et islamistes qui a donc été l'angle de lecture, si vous voulez, un peu général, à la fois à l'intérieur de la Tunisie et à l'extérieur, et dont on s'est rendu compte justement à l'occasion du vote des articles de la Constitution, qui n'était pas si réel que ça. C'est-à-dire que il y avait des positions qu'on pouvait penser islamistes et qui ont été reprises par des nationalistes arabes, par exemple l'accent porté sur l'enseignement de la langue arabe, l'identité arabo-islamique, etc. C'était pas du tout quelque chose qui était le privilège des acteurs politiques islamistes. Et donc, ce qui apparaît au bout du compte, c'est que on peut pas, j'y reviens, poser qu'il y a un type d'acteur qui est démocrate et un autre type qui ne le sera pas. La démocratie, c'est la confiance dans un système, c'est pas la confiance dans des individus ou dans tel ou tel parti. Et pour dire les choses de manière un peu brutale et tranchée, moi je ne suis pas sûre que tous les représentants des partis séculiers, laïques, soient nécessairement démocrates dans l'âme. Beaucoup souhaitent le retour à une forme de despotisme éclairé. Il y a un retour du modèle du chef, du leader nationaliste. Et d'autres, tout simplement, n'ont pas intégré le principe même du suffrage universel, qui est un homme, une femme égale une voix. C'est-à-dire qu'on voit revenir une sorte d'élitisme avec cette idée que tout le monde n'est pas apte à être un acteur civique et un acteur politique. Et notamment, ce qui est dramatique, c'est sur ce point que je vais m'arrêter, ce qui est dramatique,
c'est que toute une classe politique de gens qui n'avaient pas pu faire vraiment de la politique sous Ben Ali, voire sous Bourguiba, entend prendre sa revanche maintenant, se prétend la plus qualifiée pour la politique, comme si c'était finalement un métier, et qui est éliminé, ce sont tous les jeunes. Ce sont tous les jeunes qui, justement, ont fait la révolution, souffrent le plus de la situation sociale et du chômage. C'est pour eux qu'a été faite cette révolution, mais clairement, ils sont en train d'être évincés du paysage civique et politique. Et moi, si je garde espoir, c'est parce que il me semble que la révolution n'est pas finie. On ne peut pas dire qu'elle est arrêtée aujourd'hui, que c'est un échec, pas du tout. Même si je déplore évidemment que la révolution sociale n'ait pas eu lieu, je n'exclus pas, qu'elle puisse se produire, qu'il puisse y avoir à nouveau des épisodes révolutionnaires, mais surtout, je dirais qu'on est sur des processus qui se sont enclenchés et qui sont irréversibles. Il y a quelque chose de profond qui est en train de changer, il y a une conscience absolument profonde qu'ont intégré tous les citoyens, je dirais, qu'ils ont des droits à faire valoir. Et donc, il me semble que de manière violente comme de manière progressive, le processus est en route et on va vers une société, me semble-t-il, plus juste. Merci à Jocelyne. Je passe la parole à Christian Jouet. Ce qui m'intéressait dans l'intitulé du débat de ce soir, donc éclatement ou recomposition dans les pays arabes, en fait c'était le mot ou, parce que je me suis dit au fond nous sommes de répondre à une question qui est est-ce que ça éclate ou est-ce que c'est en train de bouger, en train de se recomposer, comment on nous laisse aussi la liberté de dire c'est les deux, ça éclate, ça se recompose. Et moi ça m'a fait penser à autre chose qui est combien on s'est trompé, ce qui a été dit d'une autre façon tout de suite, combien on s'est trompé au début de ce qu'on a appelé ces printemps arabes, une expression que je n'utiliserai plus, disant ces grands soulèvements populaires. Quand les premiers dirigeants sont tombés, en particulier Ben Ali en Tunisie, ensuite Moubarak, les pays occidentaux, et l'Union européenne la première, se sont dit « Ah, on a compris ce qui se passe, au fond vous voulez la démocratie ». Et donc on s'est précipité, on a des kits tout prêts de démocratie, on a de l'argent, on sait comment faire, on a des observateurs pour les élections, et donc on était prêt à envoyer tout ça. Bien entendu qu'il y avait derrière ces soulèvements populaires, spontanés, qu'il y avait une demande de démocratie, mais elle n'était pas entièrement formulée de cette façon. Et donc on est arrivé et on s'est un peu trompé. Et depuis on est un peu plus prudent, mais on est aussi sans mémoire, donc je pense qu'on va recommencer les mêmes erreurs. Ce que je retiens, moi, de ces grands soulèvements populaires, c'est que c'était des soulèvements anti-système. Et donc, il fallait faire tomber un certain nombre de systèmes qui n'étaient plus supportables pour tout un tas de raisons. Mais ce qui a manqué à ces soulèvements, ça a été une grande idée qui aurait permis de poursuivre peut-être ce qui aurait pu s'appeler une révolution. Et cette idée a beaucoup manqué. Et je pense qu'elle est d'une certaine façon encore absente. D'où la facilité, si je peux dire, avec laquelle d'autres projets qui, eux, étaient en train de mûrir depuis plusieurs années, se sont imposés. Moi, pour simplifier, je dirais qu'il y a eu 3 grands projets qui sont venus métamorphoser, submerger, envahir tous ces soulèvements arabes, et qui font qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de ces révolutionnaires se sentent probablement orphelins depuis la Tunisie jusqu'à l'Égypte et en passant même par certains pays du Golfe. Les 3 grands projets que je vois, c'est d'une part le projet des frères musulmans. Ils étaient là depuis longtemps, dans un certain nombre de pays, souvent interdits, parfois tolérés, souvent persécutés, mais en tous les cas, ils constituaient quelque chose d'homogène, et qui, au fil des années, avait prouvé son efficacité, notamment auprès des classes sociales les plus démunies. Je pense en particulier à l'Égypte. Donc les frères musulmans ont accédé au pouvoir en Égypte, et ils ont accédé de la façon la plus normale possible pour nous, les garants de la démocratie. Ils sont arrivés avec des élections.
et des élections qui, je crois, se sont plutôt bien passées. Donc ils ont été élus démocratiquement. Peut-être faute d'autres combattants, parce qu'eux avaient un programme, eux avaient des idées, ils étaient connus, ils étaient porteurs d'un référent islamique qui était très important dans la société traditionnelle qu'est la société égyptienne, et donc ils étaient aptes, je crois, à prendre le pouvoir. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. Pour simplifier, d'abord, ils n'ont pas été capables de redresser la situation économique de l'Égypte. Politiquement, ils n'ont pas vraiment su se comporter comme des politiques responsables, et plutôt comme des partisans de quelque chose de sectaire, alors qu'ils étaient les représentants élus de tous les Égyptiens. Et donc, ils n'ont pas rassuré un certain nombre d'Égyptiens, en particulier, je dirais, les laïcs, les minorités. Et donc ces laïcs et ces minorités, qui vivaient quand même dans une inquiétude, parce que les frères musulmans ne semblaient pas apporter les bonnes réponses, ont accueilli, je dirais presque avec allégresse, la chute des frères musulmans. Donc c'était pas si longtemps, en juillet 2013. Donc les frères musulmans sont arrivés en juin 2012, ils sont restés 1 an, et en juillet 2013, ils ont été obligés de partir, à la suite d'un coup militaire. Certains ne veulent pas utiliser le mot coup ou le coup militaire, mais c'en était un. Mais ce qui est important, c'est que même des intellectuels, des laïcs, les minorités, au fond, ont très très bien accueilli ce coup militaire qui, d'une certaine façon, les a rassurés. Ce qui reste aujourd'hui, je suis toujours dans ma partie frères musulmans, c'est un retour de bâton extraordinaire, une contre-révolution, à supposer qu'il y ait eu une révolution en Égypte, donc une contre-insurrection absolument extraordinaire. Les frères musulmans recommencent, sous l'Égypte, sous les autorités actuelles de l'Égypte, à être torturés, emprisonnés, persécutés, dénoncés, et donc ils sont obligés de repartir, ce qu'ils ont fait pendant des dizaines d'années, dans la clandestinité. Et là, je suppose, je ne suis pas devin, mais je suppose qu'ils vont recommencer à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire se réorganiser, se cacher, faire de l'entrisme, essayer de rentrer dans ce qu'on appelle l'état profond, de rediffuser leurs idées au sein de la société, avec l'espoir que les autorités actuelles du général Sissi vont commettre des erreurs, comme les ont commises, et que ce régime va encore une fois tomber, au profit de quoi, je ne sais pas. Le deuxième grand projet qui a laminé tous ces soulèvements populaires, c'est un projet saoudien salafiste qui visait justement à faire tomber les frères musulmans. Il y a au sein de la société, enfin, au sein du royaume plutôt saoudien, un ressentiment très fort, on va dire une haine vis-à-vis des frères musulmans. Les Saoudiens ont longtemps abrité les frères musulmans. Ils les ont protégés, ils les ont hébergés, et ils leur avaient demandé au fond d'intervenir sur le plan religieux, c'est-à-dire de conceptualiser le courant de l'islam en Arabie Saoudite, qui est le wahhabisme. Et donc, il y avait énormément de prédicateurs, frères musulmans, qui étaient en Arabie Saoudite. Puis il est arrivé un moment où les Saoudiens ont considéré que, soit parce que ça coûtait trop cher, c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans, soit, c'est une raison encore plus forte et beaucoup plus profonde, parce que les frères musulmans, que nous avons fini par considérer comme des musulmans modérés, l'expression est horrible, mais c'est pour faire comprendre, ces frères musulmans avaient un message en réalité plutôt progressiste, mais inacceptable dans le royaume wahhabite d'Arabie Saoudite. Le message, c'était la légitimité des dirigeants ne peut venir que du peuple. Vous imaginez quand vous dites ça au roi d'Arabie Saoudite, qui n'est pas connu pour son progressisme, et ça, c'est quelque chose que les Saoudiens, je pense, ne pardonneront jamais aux frères musulmans. D'où l'énorme poids qu'ont mis les Saoudiens pour faire tomber les frères musulmans en Égypte, que ce soit par l'argent, que ce soit par tout un tas d'autres influences. Ça, c'est un deuxième grand projet qui est toujours à l'œuvre dans la région du Proche-Orient. J'ai oublié de dire que je parle principalement du Proche-Orient et pas du Maghreb ou de la Tunisie. Le troisième projet qui se confond souvent avec celui-là,
je dirais, est un projet du Qatar et de l'Arabie Saoudite, qui est aussi un projet salafiste. C'est-à-dire, c'est un projet qui vise à salafiser le sunnisme traditionnel. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais l'une des caractéristiques du salafisme, c'est une sorte de lecture un peu stricte de l'islam. Ce dont ont besoin aujourd'hui l'Arabie Saoudite et d'une certaine façon le Qatar, mais surtout l'Arabie Saoudite, dont la légitimité est contestée, dont l'autorité est contestée dans la région par les pays arabes eux-mêmes. Il y a un certain nombre de personnes qui ne se reconnaissent plus dans le roi d'Arabie Saoudite lorsqu'il se présente comme le gardien des lieux saints, la Mecque et Médine. Donc il y a une volonté saoudienne de resserrer, je dirais, un peu les boulons, et en introduisant un peu plus de rigueur, et Dieu sait que le wahhabisme, pardon, je dis Dieu sait, le wahhabisme est déjà quelque chose d'assez strict, qui est présent au Qatar et en Arabie Saoudite, mais c'est une façon par la religion, de resserrer un peu les boulons de l'autorité. C'est une façon aussi je vous donne un exemple. Les Saoudiens viennent d'adopter un certain nombre de textes, des décrets, donc quelque chose de très fort, pour limiter le terrorisme. Alors par terrorisme, ils appellent donc les jeunes Saoudiens qui partent combattre à l'étranger. Donc il y a un décret qui vient d'être passé et qui criminalise cette action de jeunes Saoudiens lorsqu'ils partent à l'étranger. Ils sont considérés comme terroristes. Il y a quelques jours, 3, 4, 5 jours, l'Arabie Saoudite vient aussi de dresser la liste de ce qu'elle considère comme des organisations terroristes. Alors on y retrouve toute la famille Al-Qaïda, Al-Qaïda au Maghreb, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Al-Qaïda en Irak, etc. Mais d'autres groupes, des groupes salafistes, takfiristes, je suis désolé, il faut passer par tous ces courants de l'islam. Et donc il y a une criminalisation par l'Arabie Saoudite de ces actions, qu'elle-même d'ailleurs finance par ailleurs. C'est encore une forte volonté. En fait, ce n'est pas d'aller faire la guerre en Syrie, par exemple, qui inquiète l'Arabie Saoudite, bien entendu, mais les jeunes qui partent. Vous ne pouvez pas, un jeune saoudien ou français, lui demander de partir faire la guerre quelque part, et lorsqu'il revient au pays, de lui demander la plus parfaite obéissance vis-à-vis d'un régime, qui est un régime relativement despotique en tous les cas qui ne supporte pas la contestation. C'est très compliqué de demander à cette même personne d'aller se battre pour des idées, mais une fois qu'elle est rentrée à la maison, c'est terminé. Donc c'est contre ce danger que les Saoudiens, en ce moment, essayent de lutter. Une fois encore, parce que leur propre régime, parce qu'ils sentent que leur propre régime est menacé, parce qu'ils se sentent un peu en perdition. Le Qatar adhère à ça. Le Qatar ne se sent pas véritablement en perdition comme l'Arabie Saoudite, mais le Qatar a besoin aussi, comme l'Arabie Saoudite, d'assurer sa présence dans la région et d'assurer la permanence de son système monarchique, je ne sais pas comment on dit pour des émirs, en tout cas ce système de gouvernement. Donc, vous voyez, il y a ce que j'appelle le projet des frères musulmans, le projet salafiste saoudien, ce projet salafiste Qatar et Arabie Saoudite. Et ce qui est évident quand on a 3 projets comme ça dans une même région, eh bien, c'est que ces projets viennent en contradiction les uns contre les autres. Ils en viennent même à se battre les uns contre les autres. C'est ce qu'on constate en ce moment en Syrie, où c'est une mêlée absolument générale avec ceux qui se sont soulevés, les Syriens qui se sont soulevés. On peut appeler les démocrates, on peut appeler les anti-Assad, et puis un certain nombre d'autres combattants qui, eux, viennent de l'étranger et qui ont des intentions différentes. Un mot sur, j'ai prononcé le mot takfiriste. Mes collègues là, me diront si je me trompe. Ce sont des régimes, ce sont des mouvements, des forces salafistes qui ont extrêmement rigoureuse, qui ont une vision très en noir et blanc de la vie en société. Il y a ce qui est possible de faire et ce qui est impossible de faire.
Il y a ce qui est licite et il y a ce qui est illicite. Et lorsque vous êtes du mauvais côté, vous pouvez être dénoncé comme mécréant, ce qui est une affaire grave en islam. Et donc, ces takfiristes, en ce moment, qui sont à l'œuvre et qui profitent de l'argent des pays du Golfe, des Saoudiens, qui font partie de ce dernier projet dont je parle, même s'ils s'en détachent de plus en plus, ce sont des forces qui se présentent comme essentiellement des forces religieuses et surtout pas politiques. Ce qui se passe, les négociations qui se passent à Moscou, Washington ou Riyad, ça ne les intéresse pas. Ils disent ne pas avoir de projet politique. Dans la réalité, puisqu'ils veulent changer la société, c'est un véritable régime politique. Certains d'entre eux vont même plus loin et souhaiteraient s'approprier un territoire, on les voit à l'œuvre en Syrie en ce moment, pour constituer soit un régime islamiste, soit un califat, donc qui a disparu depuis Atatürk, je crois. Voilà, c'était un peu une présentation de ce qui se passe au Proche-Orient, des forces qui sont en mouvement. Ensuite, il faudrait rentrer dans le détail pour voir si c'est une recomposition des pays arabes du Proche-Orient, avec aussi cet affrontement qui existe entre sunnites et entre chiites. Voilà, je suis prêt à reprendre la parole un peu plus tard. Merci Christian, donc je donne la parole à Anna. Bonsoir, je m'appelle Anna Javert. Je ne sais pas, pendant que j'écoutais Jocelyne et Christian et Alain, je me suis demandé autour de cette question qui me travaille beaucoup depuis le début des révolutions arabes, à quel titre j'interviendrai là. Est-ce que j'interviens au titre de chercheur qui s'est intéressé à la Jordanie et aux réfugiés palestiniens en Jordanie, qui a travaillé sur l'immigration ou qui a travaillé sur l'immigration dans la région essentiellement, et où on a constaté que déjà depuis les années 90, il y avait quand même une lame de fond très, très forte qui se préparait et qu'on n'observait pas beaucoup dans cette partie du monde parce qu'on était focalisé sur les questions israélo-palestiniennes, sur le conflit israélo-palestinien. Ou bien est-ce que j'interviendrai au titre de témoin, de quelqu'un qui est né dans cette région, qui a partagé sa vie entre le Liban, la Jordanie, la France, etc. Et qui finalement, à l'instar de beaucoup de personnes, regarde ce qui se passe avec à la fois beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir au départ, et qui aujourd'hui se retrouve abattu par le fait qu'il y aura encore des générations et des générations dans cette partie du monde, dans cette petite partie du monde arabe, avant que les choses ne se stabilisent, on va dire. Je dirais peut-être que, en fait, j'ai presque envie de dire que les printemps arabes n'ont pas commencé il y a 3 ans. Alain sera un peu surpris, mais les printemps arabes ont commencé en mai 2000, je dirais, lorsque le Hezbollah ou lorsque l'armée israélienne s'est retirée du Liban. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'était la première fois que ça a été exalté comme une victoire, en fait, défini, posé comme une victoire incroyable. Ça a été relayé dans l'opinion publique du monde arabe comme étant la victoire du Hezbollah contre Israël. Et ce qui a été entendu, c'est que tout simplement le faible, disons le plus fort, n'est pas tout le temps celui qui l'emportera. C'est peut-être quelque chose de ce message-là dans le retrait israélien qui a permis par la suite au Hezbollah de se poser comme étant le victorieux sur une superpuissance mondiale, etc. Enfin, bon, tout ça. Mais la deuxième partie du
printemps arabes s'est poursuivi aussi au Liban. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mars. Bien, hier, c'était l'anniversaire du 14 mars, lorsque, après avoir réclamé le départ des Israéliens, après que les Israéliens soient partis, eh bien, une partie de la société libanaise, une espèce de raz-de-marée multiconfessionnel, dont une partie de chiites aussi, ont réclamé le départ des Syriens. Et là, une fois de plus, les Syriens sont partis. Bon, ils l'ont fait payer très cher ensuite aux Libanais, mais ça c'est une autre question. Mais toujours est-il que ça a été des mouvements où, le plus faible pouvait l'emporter à un moment ou à un autre de l'histoire, et deux, le mouvement pacifiste, c'est ce qui s'était passé pour le 14 mars, qui était remarquablement pacifiste. Ça a duré longtemps, le sit-in, mais ça, Alain a suivi peut-être plus que moi, pouvait aussi amener des changements. Alors, je n'ai pas besoin de rappeler, mais ça, on le connaît davantage en Europe, tout ça s'est inspiré des printemps de l'Europe de l'Est et de l'ex-Union soviétique. Mais c'était les deux dates qui ont marqué en fait cette dernière période de l'imaginaire, en fait, de l'opinion, de l'imaginaire arabe. Il y a peut-être aussi à citer une date importante qui a sans doute marqué qui a marqué en tout cas l'opinion imaginaire, effectivement collective, c'est la guerre d'Irak, mais pas seulement la guerre d'Irak en elle-même, en tant qu'invasion, tout ça. C'est cet instant où il a fallu, c'était le procès de Saddam Hussein, et où la décapitation, il était décapité, il a été pendu, et les images ont circulé en direct. Et on a vu cet homme, ce despote, mais un grand maître du monde irakien à l'époque, on l'a vu sa tête basculer d'un côté, et c'est quelque chose qui a été très marquant, pas tellement dans un sens positif, ni négatif, mais dans un sens douloureux. Voilà ce qui est en train de nous arriver. Voilà, il y a les Américains qui sont là, il y a un dictateur qui s'en va, en même temps, ce ne sont pas eux qui nous ont sauvés. Il y a quelque chose qui a remué les entrailles, je dirais, politiques de ces sociétés pour en arriver aujourd'hui là. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et sur la région qui nous concerne, c'est-à-dire la Jordanie, la Palestine, le Liban et de fait la Syrie, je retiens deux ou trois remarques. Je note premièrement la stagnation ou l'impasse en fait, entre les Palestiniens et les Israéliens du côté ouest du Jourdain. Je note aussi l'immobilisme en Jordanie, où tout bouge mais rien ne se passe. En fait. Ça bouge beaucoup en Jordanie, mais rien ne se déroule. Et on arrive encore à maintenir. Tout le monde dans ce pays, dans ce royaume, veut que ça n'éclate pas, en fait. Pour reprendre le mot éclatement, personne ne veut que ça éclate. Et du coup, de fait, ou je dirais par défaut, et indépendamment des positions politiques des uns et des autres, tout le monde contribue au maintien du régime, alors que beaucoup de gens y sont opposés. Donc, ça, c'est quelque chose qui concerne la Jordanie. Je relève, bien entendu, en Syrie, une situation qui est sanglante et combien douloureuse pour tout le monde, hein, que les chercheurs ont beaucoup de mal à saisir ou à comprendre, mais c'est normal parce qu'on n'a pas toutes les données et on n'a pas commencé on ne sait pas grand-chose finalement sur ce qui se passe en Syrie, nonobstant tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit. Il y a aussi les conséquences du conflit syrien sur une société libanaise. Je signale juste un chiffre, c'est que sur 3 habitants aujourd'hui au Liban, il y a un habitant
syriens. Donc on en est à peu près au moins un tiers de la population libanaise qui est composée de réfugiés syriens, ce qui change complètement la donne démographique. On a le même processus vers la Turquie et le même processus vers la Jordanie. Je retiens la Jordanie parce que c'est le pays qui me concerne et sur lequel je travaille. Aujourd'hui, les Syriens sont à peu près 1/5 de la population. Au tout début du conflit syrien, comme j'avais déjà travaillé sur les Palestiniens de 48, sur l'exode de 48, et que j'ai pas mal compulsé de littérature sur les réfugiés, j'ai très vite compris au bout de 2 mois, 3 mois, que l'exode était irréversible. Parce que assez rapidement, quand on regarde les statistiques du HCR, on apprend que dans les mouvements d'exode comme ça, contraints, passé quelques mois, l'exode, le retour c'est fini. Au-delà de 6 mois, les gens ne rentrent plus. Il y a des chiffres assez intéressants. Ils font bien entendu des programmes de retour volontaire, mais personne ne rentre parce que les conditions qui ont généré l'exode n'ont pas disparu. Donc on se retrouve dans un contexte aujourd'hui, même s'il est, disons, dans la forme, tout est resté le même. Le Liban est resté, le territoire libanais est encore libanais, le territoire jordanien est encore jordanien, le territoire syrien est encore syrien, jusqu'à nouvel ordre. Mais on se retrouve avec des recompositions démographiques qui, à terme, sont en train de changer complètement la configuration sociale, le paysage social de la région, et ramène à des périodes hantées, pré-étatiques, je dirais, antérieures à la constitution des indépendances. Voilà. Il reste mais ça je vais laisser la parole à Alain, parce qu'il est que finalement, au milieu de tout ça, au milieu de ces printemps arabes, il y a une question qui reste centrale et qui n'est pas posée, qui est la question palestinienne, le conflit israélo-palestinien. Comment il intervient pour catalyser certains phénomènes, pour les bloquer, mais ça c'est une question à laquelle moi je ne saurais pas répondre. Merci. Bien, merci. Juste avant de passer la parole à ça, je voudrais juste dire quelques mots. D'abord, ce qui me semble important quand on essaie d'étudier ce qui se passe dans cette région, c'est d'une certaine manière de dire qu'il n'y a pas d'exception arabe ou musulmane. Il n'y a pas une grille d'analyse musulmane qui nous ferait comprendre la réalité de ces gens qui est différente de celle qu'on emploie dans les sciences sociales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des spécificités de la société, mais je crois que c'est très important. Ce qui définit, Jocelyne l'a dit, les courants politiques, même islamistes, c'est la politique. Et d'ailleurs, ils se divisent entre eux. On a une vision, je dirais, des islamistes et des laïcs qui me semble totalement fausse. C'est-à-dire, les islamistes, en gros, la grande force reconnue, c'est les frères musulmans, mais à côté, il y a des dizaines de groupes. En Égypte, il y a 15 partis salafistes qui se réclament du salafisme. Donc il y a vraiment des groupes très différents, et c'est vrai des laïcs qui, comme elle l'a dit, sont loin d'être démocrates. En Égypte, comme je dis, une partie des libéraux égyptiens, c'est ceux qui pensent qu'on peut torturer les islamistes, c'est pas très grave, mais qu'on ne peut pas torturer au-delà. Donc, et c'est ceux qui quand même pensent qu'un régime militaire, c'est quand même ce qu'il y a de bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des courants politiques et que c'est important de ne pas plaquer des analyses qui réduisent notre compréhension à une espèce de schéma, comme Justine l'a dit à propos des femmes, par exemple. Moi, ça m'a toujours fait rire quand on dit les femmes tunisiennes elles se sont mobilisées, bien sûr, contre des choses que voulaient imposer les islamistes. Mais la moitié des femmes ont voté islamiste. Donc, c'est important. L'autre chose, c'est que même dans les régimes que nous, ici, à juste titre, nous n'aimons pas, que ce soit l'Arabie Saoudite ou le Qatar, etc., il y a des divisions très profondes.
Vous avez vu que les Saoudiens ont décidé de retirer leur ambassadeur au Qatar, ils ont décidé des sanctions, ils ont demandé au Qatar de fermer Al Jazeera. Bon, pour nous, c'est deux pays qui ont, en plus, qui tous les deux sont wahhabites, et on se dit, mais bon, mais ce n'est pas des divisions religieuses. Ce n'est pas une interprétation de l'islam qui fait que... C'est des intérêts d'État. Le Qatar a des velléités d'être une grande puissance grâce à l'argent, etc., qui ennuie les Saoudiens. Le Qatar aide les frères musulmans et comme on l'a dit, les frères musulmans, il y a une crise profonde entre les frères musulmans et les Saoudiens. Donc on n'est pas du tout dans un camp islamiste, ni au niveau étatique, ni au niveau des forces politiques. La dernière chose que je voudrais dire, et qui effectivement, moi aussi, me rend optimiste, c'est que un des aspects de ces révolutions, c'était les jeunesses. C'est-à-dire, c'est une des régions les plus jeunes du monde. Il y a 40% de gens qui ont moins de 25 ans. Et il y a une extraordinaire aspiration de ces jeunes, parce qu'ils sont, malgré les systèmes d'éducation qui sont en crise, ils sont mieux éduqués que leurs parents, ils ont plus d'espérance, ils sont liés au monde à travers les télévisions satellitaires, Internet, etc., etc. Et jusqu'à présent, même s'ils ont été un moteur de ces révolutions, ils n'ont pas été un moteur des changements politiques. C'est-à-dire que là, vous voyez tous les partis politiques, je veux dire en Égypte, ça me frappe toujours, c'est dire, c'est des gens de plus de 80 ans. C'est-à-dire, et même les partis dits libéraux de l'opposition. Donc il y a là aussi un problème de changement de génération. Et je ne crois pas à la stabilisation de ces régimes, notamment en Égypte, parce que je ne pense pas que ces régimes sont, c'est-à-dire aujourd'hui le nouveau régime militaire en Égypte, est capable de répondre à ces aspirations, parce qu'ils n'ont pas de programme. Et peut-être, je dirais même par rapport à ce que disait Christian, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est que personne n'a un programme. C'est les frères musulmans, dont le programme essentiel, historiquement, c'était islamiser la société. Franchement, en Égypte, il n'y a plus rien à islamiser. Ils l'ont largement islamisé. Donc, d'une certaine manière, ils se retrouvent... D'ailleurs, quand vous voyez le bilan de ce que Morsi a fait et des critiques qu'on peut lui faire, c'est pas d'avoir islamisé la société. C'est, effectivement, elle a fait des tas d'erreurs politiques, mais pas d'essayer d'imposer de nouvelles lois religieuses. Donc ça, c'est quelque chose de... L'absence de programme et de projet, c'est quelque chose d'important. Mais si on prend un peu de recul... si vous voulez, il y a 20 ans ou 30 ans, quand des gens prenaient le pouvoir dans le monde arabe, à travers en général des coups d'État, il y avait les bassistes, il y avait les nationalistes arabes, il y avait les socialistes, etc. Aujourd'hui, plus personne n'a de programme. Mais ce n'est pas, il faut dire, une particularité du monde arabe. Non, non, mais c'est important à comprendre sur la... Non, non, mais c'est vraiment important à comprendre sur la crise. C'est-à-dire, on dit il n'y a pas de projet, il n'y a pas de parti politique, mais c'est vrai aujourd'hui que... On peut comparer un certain nombre de mouvements qui sont passés dans le monde arabe aux mouvements dits des indignés, mais ces mouvements n'ont pas été non plus capables de déboucher sur des transformations politiques. Donc là, il y a quelque chose qui dépasse aussi le monde arabe. Voilà, maintenant je vous passe la parole. Alors, tendre la main, j'ai pas lancé un message d'amour. Ben oui, mais c'est la réalité. Alors, leur victoire, leur succès électoral a été une surprise. On ne pensait pas que ce serait à ce point. Et ça montre bien à quel point il y avait une méconnaissance, en fait, de la société. Alors, bien sûr, il y a un mouvement de fond à l'échelle du monde. Donc, c'est de toute façon une réalité statistique à laquelle il faut être préparé. Mais ce qui a été très clair dans le cas de la Tunisie, c'est que finalement, on a payé le prix de tout le système répressif qui s'était mis en place auparavant. Ça a été très net au niveau de la sociologie électorale sur le plan local. C'est-à-dire que pendant 20 ans, 30 ans, il y avait quelque chose comme 30 000 personnes qui ont été emprisonnées. Des hommes, des femmes ont été torturés. Pour le port d'un voile, on pouvait être torturé, on pouvait être violé, on pouvait être déshabillé dans un commissariat. Ce sont des choses qui laissent des traces à l'échelle de plus d'une génération. Ça se transmet dans l'histoire familiale. Je ne remonte même pas à des formes de répression plus anciennes encore,
qui ont eu lieu sous le règne de Bourguiba, je parle de règne là, mais dans les mémoires familiales, dans les mémoires de quartier, dans les mémoires citadines, urbaines, etc., il y a toute cette histoire de la répression qui laisse des traces, et à un moment, on a pensé qu'ils avaient acquis finalement le droit d'être reconnus. Donc ça a été une forme de reconnaissance de cette souffrance qui par ailleurs est une souffrance bien réelle. Et qui n'existe pas en Espagne malgré tout, oui, vous avez raison. Mais après, en termes de programme, il y a de très fortes similitudes, et on voit bien d'ailleurs avec l'histoire de la Manif pour tous, on voit bien comment des musulmans rejoignent actuellement les valeurs d'une partie de la société française sur certains points. On pourrait faire des parallèles également avec les conservateurs américains. Si je dis ça, évidemment, ce n'est pas des comparaisons qu'on peut pousser de manière systématique, mais c'est pour déspécifier dans une certaine mesure. Juste un mot pour qu'on soit clair. Il y a deux manières de combattre l'islamisme. C'est un vieux débat qui est dans le monde arabe depuis 40 ans. Soit les dictatures, soit des formes de la démocratie. Pendant 40 ans, on a instauré des dictatures en disant « nous sommes le seul rempart, sinon vous aurez les islamistes ». On a eu, en fait, la dictature pendant 40 ans et après les islamistes. Et si je prends l'exemple de l'Égypte que je connais un peu, les premières élections égyptiennes, les élections législatives, les frères musulmans ont obtenu 50% des sièges et les salafistes 25%. Un an après, Morsi, qui se présentait sans candidat salafiste, a obtenu au premier tour 25%. C'est-à-dire, moi je suis convaincu que les islamistes sont une force réactionnaire qu'il faut combattre, mais qu'il ne faut pas exterminer, parce qu'on n'extermine personne, mais que le meilleur moyen de les combattre, c'est effectivement la démocratie. Et en fait, pour revenir aux dictatures, non seulement on a eu les dictatures, mais on a eu l'islamisation de la société pendant ces dictatures. C'est que ça n'a pas été deux choses contradictoires. C'était pas des régimes type Atatürk qui cassaient, qui espéraient casser l'islam politique, pas du tout. Sadat et Moubarak ont tout à fait encouragé toutes les mesures d'islamisation de la société. La charia dans la constitution égyptienne, c'est Sadat. C'est pas les frères musulmans. Les persécutions contre les Coptes, c'est Sadat, bien avant qu'il y ait les frères musulmans. Donc il y a quand même quelque chose là. On est obligé de prendre les sociétés comme elles sont. Ou bien on pense qu'il est possible de leur imposer les changements. Et en fait, malheureusement ou heureusement, ce n'est pas possible. Et même en Turquie, où ça a été fait dans une autre période, dans les années 20, et ça a été mené, on s'est rendu compte qu'au fond, on ne peut pas déculturer un peuple. C'est-à-dire, simplement, on peut l'amener à évoluer. Et encore une fois, je pense que la démocratie, mais la démocratie, pas seulement au sens des élections, c'est au sens du débat politique, du pluralisme, des médias, etc., peut permettre de porter un coup et je veux dire, comment dire, d'une certaine manière, on a confiance dans les gens. Quelqu'un disait tout à l'heure, et c'est très frappant, si vous voulez, en Égypte, comme en Tunisie, comme en Palestine, quand le Hamas a gagné, la réaction d'une partie des élites, c'était pas une réaction anti-religieuse, c'était une réaction de classe. C'était de dire, mais qui sont ces gens qui n'ont pas de diplôme, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas parler, et qui veulent aujourd'hui le pouvoir? Mais c'est un débat que nous avons connu en France, sur le suffrage censitaire. Il y a une vice-présidente du Haut Conseil de la Cour suprême égyptienne qui a expliqué qu'il faudrait donner 3 votes aux diplômés par rapport aux gens qui ne savent pas écrire. Voilà. Je peux dire. Oui, merci. Je voudrais dire un mot sur la déculturation. Je ne sais pas si oui. Enfin, tout le monde comprend ce que ça veut dire. On parle des pays arabes, on parle des forces arabes, on parle des islamistes, etc. Mais bien évidemment, à l'égard du Proche-Orient, il y a d'autres puissances qui s'y intéressent. Les États-Unis, Israël, l'Iran et la Russie. Juste un mot sur la Russie. Je lisais récemment une déclaration de Poutine
c'est pas mon idole, ce que je vais vous dire, c'est pas... mais en même temps, une déclaration que j'ai trouvée assez intéressante de Poutine. Donc il parlait il n'y a pas très longtemps au Parlement, c'était à la Douma, qui est la chambre basse du Parlement russe, et il expliquait sa philosophie. Et il disait, moi ce que je cherche à faire, c'est de créer un nouveau conservatisme. Donc moi j'étais un petit peu surpris, j'ai fouillé un peu ce qu'il disait par ailleurs, et en fait ce qu'il veut dire c'est il faut préserver les valeurs russes. Il y a un écart qui est beaucoup trop grand entre les valeurs occidentales, les valeurs européennes, ça concerne bien entendu l'Ukraine, il y a un écart qui est beaucoup trop grand entre ces valeurs européennes et les valeurs russes, qui est un pays qui reste traditionnaliste, traditionnel, qui a sa culture, qui est compliqué, qui a plusieurs langues, etc. Et donc il ne faut pas aller trop vite. Non pas pour refuser le progrès, disait-il, mais pour éviter que le progrès n'amène des catastrophes. Et il prend l'exemple du libéralisme à l'américaine, qui produit le capitalisme sous les plus mauvais aspects que l'on connaît, qui produit les interventions américaines, l'exportation de la démocratie américaine, vouloir exporter à tout prix la démocratie, l'invasion de l'Irak, au prétexte que tout ça n'a pas fonctionné et tout ça a apporté des drames. Poutine reprend ça à son compte. Donc j'ai essayé d'être positif en lisant ce qu'il disait, c'est recréons un nouveau conservatisme pour refonder ce que sont les valeurs russes. Entre parenthèses, j'ai trouvé ça aussi dans le Tea Party américain. Vous savez, ces mouvements de droite ou d'extrême droite qui disent exactement au mot près la même chose. C'est-à-dire, refusons l'interventionnisme, refusons le libéralisme, refusons ce développement économique qui ne peut produire que des catastrophes. On peut comprendre ça en Europe, parce qu'on a ça aussi en Europe. On a ça demandé aux Grecs aujourd'hui, aux Chypriotes, aux Espagnols, aux Portugais, ce qu'ils pensent de Bruxelles. Eh bien, ils disent que Bruxelles est en train de déstructurer leur société, de défaire leur économie. C'est exactement ce que dit au fond Poutine. Et je me raccroche au Proche-Orient parce que ce discours de Poutine au Proche-Orient fonctionne très très bien. Le Proche-Orient, c'est comment nous, pays arabes, pouvons-nous entrer dans la modernité, dans la mondialisation, tout en préservant nos valeurs. C'est ça l'enjeu. Comment préserver nos valeurs et comment progresser. Et bien, Poutine leur sert un discours qu'ils peuvent tout à fait comprendre. Et donc, d'une certaine façon, pour Assad, le Syrien, pour Nasrallah, le responsable du Hezbollah libanais, Poutine est un résistant, comme eux, un résistant à l'américanisation du monde, un résistant au libéralisme effréné. Donc, sans compter que Poutine est un partenaire fiable. Sur la Syrie, il a à peu près rien lâché. Nous, on le regrette, mais pour le monde arabe, c'est quand même un bel exemple. Là, il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Merci. Peut-être répondre à partir de ce que... Oui, juste, moi j'évoquerai peut-être sur la question de l'absence de programme politique des partis qui, en vérité, ils sont... Je ne sais pas de quel pays vous parlez, mais pendant les dictatures, il n'y avait pas de parti politique. Même quand il y avait un multipartisme autorisé, par exemple de la Jordanie, où il y avait 4 ou 5 partis qui étaient autorisés, en fait, finalement, ils n'arrivaient pas à construire un programme parce qu'ils n'étaient pas véritablement... ils ne participaient pas, ils n'étaient pas autorisés à participer réellement de la dynamique politique. Plus, c'était des programmes alignés sur des idéologies de l'extérieur, lesquelles idéologies elles-mêmes partaient en déliquescence. Je pense au Parti socialiste, je pense jordanien, au Parti communiste jordanien. Ils sont, je crois, une vingtaine dans l'un et une trentaine dans l'autre. Donc, quel va être leur impact et comment ils peuvent construire un programme, sachant que, ils sont concurrencés effectivement par une pensée islamiste ou pensée islamique, et que d'un autre côté, ils étaient quand même bien maîtrisés, bien interrogés dans le pouvoir. Excusez-moi, mais pour répondre à votre question, je vais revenir à nouveau sur un terrain un peu maghrébin et plus tunisien. D'abord pour dire que c'est une des questions qui suscite actuellement le plus de recherches.
il y a beaucoup de chercheurs un peu partout dans le monde qui commencent à s'intéresser en particulier à la Tunisie, puisque c'est de là que tout est parti, et la question des jeunes, ou la question des diplômés chômeurs est une des questions actuellement les plus en travail, ce qui souligne paradoxalement qu'on connaît mal en fait et que les choses sont en train de bouger beaucoup de ce côté-là. Alors, en fait, il y a deux parties dans votre question. D'abord, l'absence de programme politique. Ça, comme l'a rappelé Alain Grèche, c'est malheureusement une question un peu générale. Depuis, grosso modo, la chute du mur de Berlin, on est dans une espèce d'indistinction dans les projections et avec quelques échappées alternatives. Mais il s'est passé sur ces terrains-là ce qui s'est passé un petit peu en France, c'est-à-dire qu'on s'est mis à débattre de l'identité nationale. On s'est mis à débattre de questions de société, des minorités, de la place de l'homosexualité. Ce sont des questions qui occupent finalement tout le débat public, ce qui est un peu normal quand on veut refonder une nouvelle société. Il ne faut pas non plus être condescendant et méprisant par rapport à ça. Quand on écrit une constitution, ça me paraît normal de réfléchir à l'identité nationale, mais en même temps, c'est une façon d'évacuer toutes les projections politiques, économiques et sociales. Alors, les jeunes sont absents effectivement de la scène politique parce que la place est prise par des anciens qui pensent que c'est leur tour, et il y a vraiment un clivage générationnel qu'on sous-estime en général quand on pense à ces révolutions. Je pense aussi à la question du Maroc, par exemple, où les mouvements protestataires les plus offensifs sont venus des jeunes, avec le mouvement dit du 21 février, donc c'est quelque chose d'assez général, cette revendication des jeunes, mais en même temps, ils ne sont pas absents de l'espace civique parce qu'ils investissent notamment de plus en plus la vie associative, donc ils essayent d'inventer de nouvelles formes d'action dans la cité, où ils inventent des nouvelles formes protestataires. Là, bien sûr, je reviens sur les rappeurs, mais aussi sur le personnage d'Amina, par exemple. Bon, est-ce que ce sont des formes protestataires appelées à avoir une postérité? Ça, c'est difficile de le dire pour le moment. En tout cas, il est difficile de faire à l'heure actuelle un tableau de ce que veulent les jeunes, parce qu'on a aussi bien, effectivement, un engagement salafiste, qui est un engagement de l'intérieur, c'est-à-dire on voit toujours le salafisme ou le djihadisme comme un danger venu de l'extérieur, financé par l'extérieur, mais ça répond aussi, de fait, à une mobilisation en interne de jeunes qui ne trouvent pas leur place et qui donc, parmi les jeunes qui ont fait la révolution, un certain nombre sont aujourd'hui des salafistes, pas forcément sur un mode violent et djihadiste, ça peut être sur un mode d'une forme d'utopie relativement tranquille, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse. Et puis, il y a aussi des sensibilités très divergentes par rapport à l'islamisme. Par exemple, très peu de temps en Tunisie, très peu de temps après les élections d'octobre 2011, qui ont porté au pouvoir les islamistes, il y a eu des élections étudiantes dans les universités, et là, les islamistes ont perdu à l'échelle de tout le pays. Et les secondes élections qui ont eu lieu ensuite, ce sont les syndicats de gauche qui ont remporté ces élections. Et ça, ce sont des choses aussi dont on ne parle pas ici. Donc voilà, il y a cette complexité et cette ébullition. Il n'y a pas un monde des jeunes homogène, mais tous demandent leur place. Je vais essayer. Merci. D'abord, la mort de Kadhafi, l'assassinat, pour dire les choses clairement, de Kadhafi, n'a été pleuré à peu près par personne dans le monde arabe. C'était quelqu'un qui s'était déjà... Alors, je parle de perception populaire, je parle de grandes émotions générales et populaires. Hein. C'était quelqu'un qui s'était déjà complètement déconsidéré et qui était perçu par beaucoup d'Arabes comme une caricature de ce que pouvait être un dirigeant. Donc il n'a pas été pleuré, il n'a pas été plaint. Saddam Hussein, c'est différent. Non pas que
Saddam Hussein a été regretté par un certain nombre de dirigeants arabes, de pays arabes, de peuples arabes, mais ils ont tendance à percevoir la disparition, la pendaison, qui est aussi une sorte d'assassinat déguisé entre nous, la pendaison de Saddam Hussein comme étant quelque chose qui a déclenché des catastrophes. D'abord, il y a eu l'invasion américaine en Irak, ensuite il y a eu cette espèce de procès de Saddam Hussein, sa condamnation à mort et le fait qu'il ait été exécuté. Tout ça ont été perçus comme des catastrophes qui venaient d'ailleurs et qui venaient des États-Unis et qui venaient donc de la politique, de la diplomatie qui était celle de Bush. Les idées d'Obama aujourd'hui, alors vous allez voir, je reste dans le sujet. En fait, quand on veut comprendre un peu ce que fait Obama aujourd'hui, de façon caricaturale, on peut comprendre que c'est de l'anti-Bush. Il est obligé de se positionner par rapport à ce qu'a fait Bush, se positionner en opposition à ça. Tout simplement parce que c'est l'air du temps aux États-Unis. Le peuple américain est fatigué de ces guerres à l'étranger. Ça avait commencé par le Vietnam, il y a eu l'Afghanistan, ensuite il y a eu l'invasion américaine de l'Irak, et le peuple américain aujourd'hui se dit « qu'est-ce que ça nous a apporté ?» Un demi-million d'Irakiens ont été tués. Pourquoi ? Des milliers d'Américains ont été tués. Des dizaines de milliers d'Américains sont aujourd'hui infirmes, handicapés, sans jambes, etc. Pourquoi ? Nous sommes intervenus dans une région qui est aujourd'hui dans un tohu-bohu extraordinaire. Donc, à la fois, ces pays arabes n'ont pas fait leur travail, et nous, Américains, nous n'avons fait qu'apporter des catastrophes. Donc, c'est un peu comme ça qu'on perçoit aujourd'hui la disparition de Saddam Hussein. En plus, ça fait partie des éléments qui ont, je dirais, exacerbé la tension entre musulmans chiites et musulmans sunnites. Sur cette tension, il faut savoir qu'elle est ancienne et que le partage entre sunnites, entre pays sunnites et pays chiites, a beaucoup évolué au cours du temps. Il y a eu une époque de l'Empire perse, par exemple, où l'Égypte était chiite, la Syrie était chiite, le Liban, qui n'existait pas à l'époque, qui faisait partie de la Syrie, était chiite. Donc tous ces pays ont de la mémoire. Vous savez, le Proche-Orient, c'est une région de mémoire. C'est très intéressant quand on y vit. On vous raconte des événements. Ah oui, Soliman Ier en 1500, on vous en parle comme si c'était hier. Et je ne parle pas d'Israël, on vous parle du retour des Juifs en Israël et d'un départ comme si c'était hier. Donc c'est une région de mémoire. Ce conflit entre chiites et sunnites, qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui dans ces pays, il y a eu plusieurs étapes et j'en prends deux seulement. La première, qui remonte simplement à 2006, Israël fait la guerre au Liban pour essayer d'éradiquer le Hezbollah chiite, le Hezbollah libanais chiite. Comme on l'a dit, je crois que c'est Anna qui l'a dit, c'est perçu comme une défaite d'Israël. C'est perçu comme une défaite d'Israël. C'est probablement plus compliqué que ça, mais en tous les cas, dans l'imaginaire arabe, c'est perçu comme une véritable défaite d'Israël, qui non seulement n'a pas pu éradiquer le Hezbollah, mais qui d'une certaine façon l'a renforcé par le fait qu'ils n'ont pas pu l'éradiquer. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que cette victoire chiite a été fêtée de façon incroyable, moi j'étais dans la région à l'époque, par les sunnites, parce qu'ils avaient vaincu Israël. Et donc, tout d'un coup, vous avez ces sunnites qui se mettent à fêter le chiisme, et donc je reviens à l'Arabie Saoudite de tout à l'heure. L'Arabie Saoudite a regardé ça avec des yeux effarés. Comment nos peuples sunnites peuvent-ils montrer autant d'enthousiasme et d'allégresse vis-à-vis des chiites? Là a commencé aussi la politique dont je parlais tout à l'heure de la part de l'Arabie Saoudite. Il y a eu donc aussi l'invasion américaine de l'Irak, qui a donné le sentiment à l'Iran que grâce aux États-Unis, elle tenait sa revanche sur les sunnites de l'Irak et sur le fait que ce fameux Soliman Ier en 1530 avait envahi la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui. Et donc, voilà encore une fois conséquence de la politique américaine. La disparition de Saddam Hussein est perçue comme une sorte de modification de cet équilibre entre chiites et sunnites, comme un effet de la politique américaine qui, une fois encore, a apporté des catastrophes.
Et ce n'est pas la disparition de ces deux personnages, le libyen et l'Irakien, qui ont été regrettés. En fait, il se passe des choses, mais on n'en parle pas. Il se passe des choses, il y a eu notamment beaucoup de mouvements du côté de Gardeia. Il s'est passé beaucoup de choses, et en particulier, il y a 3 ans, on a vu beaucoup d'immolations de gens qui s'immolaient, comme l'avait fait Bouazizi, pour tenter de déclencher quelque chose, ou pour exprimer leur désespoir, tout simplement. Donc il y a des mouvements sociaux, etc., dont on a peu parlé en France, mais d'une part, le gouvernement a tout de suite calmé le jeu, a acheté la paix sociale, notamment en doublant ou triplant les salaires des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont déversé d'un seul coup tout l'argent qui avait tendance à être capté par le gouvernement, etc., et qui n'était pas redistribué. Tout d'un coup, il y a eu une redistribution pour calmer le jeu, d'une part. Donc ça a effectivement joué. Et d'autre part, c'est un pays qui sort traumatisé d'une vraie guerre civile, donc qui a fait des centaines de milliers de morts dans les années 90, et donc qui va y regarder à 2 fois avant de repartir dans la violence. Il y a une très grande peur de la guerre civile, il y a un traumatisme très, très profond. Et donc, on voit bien actuellement qu'il y a une très forte mobilisation contre la candidature de Bouteflika donc pour un 4e mandat. Il y a actuellement des manifestations qui sont réprimées, etc. Mais il me semble que la société algérienne n'est pas prête à aller du côté d'une protestation violente en raison de ce traumatisme très récent. Je vais essayer d'y coller pour la question entre le wahhabisme et les takfirismes. Donc le wahhabisme, c'est ce courant de l'islam que l'on retrouve en Arabie Saoudite et au Qatar, qui est un courant rigoriste, avec des règles très très strictes. Par exemple, en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Voilà, c'est l'une des règles là-bas, même si depuis quelque temps, elles protestent et certaines se sont essayées à conduire. Il y a un très beau film d'ailleurs qui est sorti il y a quelque temps sur la bicyclette. Ok, vous connaissez. Qui est un très très bon film d'une jeune fille qui fait de la bicyclette alors que c'est interdit pour les femmes. Donc c'est le courant majoritaire dans ces pays-là. Le takfirisme, c'est quelque chose de beaucoup plus violent. Il y a des takfiristes au sein du wahhabisme, mais il y a aussi des takfiristes au sein de tous les autres courants d'islam. Ce sont ceux qui ont une lecture littéraliste. Il y a les quiétistes dont on parlait tout à l'heure, donc un islam plutôt doux, des gens qui ne cherchent pas la violence, mais il y a le takfirisme, et donc qui, comme je le disais, je crois, dans ma première intervention, qui dit il y a des choses qu'on doit faire et il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et c'est très très clair entre le haram et le halal. Et donc on ne peut pas sortir de cette dichotomie. Il cherche également à évacuer des pays arabes les chiites et les chrétiens, ou d'autres, de façon à avoir une sorte de pureté de la religion qui remonterait donc aux origines qui sont toujours perçues comme quelque chose des moments purs de toute religion. Être taxé d'apostasie, voilà, je cherchais le mot, c'est-à-dire de ne pas être un bon musulman, être accusé de ne pas être un bon musulman par un autre musulman, un takfiriste en particulier, c'est quelque chose qui peut vous conduire à la mort, à l'exécution. Et donc ce mouvement takfiriste, qui n'est pas général, bien entendu, qu'on retrouve un peu partout, comme il y a des gens très conservateurs dans tous les mouvements religieux, c'est un mouvement dont on parle énormément depuis ce qui s'est passé en Syrie il y a 3 ans. Je pense qu'on peut avoir une pensée pour le peuple syrien. Nous sommes le 15 mars, c'est exactement il y a 3 ans que officiellement les choses ont commencé. Ce mouvement takfiriste n'est pas apparu parce qu'il est aussi vieux que l'islam en réalité, mais il a retrouvé force au moment de la guerre d'Afghanistan.
Et à chaque fois qu'il y a un événement, ce qui s'est passé aussi en Irak, dont on parlait tout à l'heure, ils cherchent à se renforcer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme questions? J'ai oublié. Juste un mot sur pour être précis, c'est-à-dire, c'est ceux qui considèrent que d'autres musulmans ne le sont pas. C'est ça qui fait leur spécificité. Bon, ils sont anti-chiites, etc. Mais c'est de considérer que d'autres musulmans, et ça c'est vraiment quelque chose qui est en rupture plutôt avec la tradition musulmane. Parce que la tradition musulmane, c'est quelqu'un qui fait la shahada, c'est-à-dire qui dit qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu, Mahomet est son prophète. Il est considéré comme musulman. Et là, c'est quelqu'un qui dit non, c'est pas vrai, il ne suffit pas de ça, il faut d'autres conditions. Est-ce que c'est pas le principe du salafisme? Non. Je ne crois pas. Enfin, bon. Alors, au passage, la constitution tunisienne a criminalisé l'accusation de mécréance. C'est passible de poursuite. Alors, je vous remercie d'avoir posé cette question sur le nationalisme. Je pense qu'Alain Grèche aurait au moins autant de choses à dire que moi, mais je vais donc très brièvement dire comme historienne pourquoi je pense que c'est vraiment une question tout à fait fondamentale. Fondamentale parce qu'il me semble que ça a mené directement à ce système dictatorial qui a été si présent dans le monde arabe. Grosso modo, donc au 19e, 20e siècle, il y a des mouvements de réforme qui parcourent l'ensemble du monde islamique, dont la problématique est comment résister à l'Occident, l'Occident qui nous colonise ou qui nous met sous tutelle sur un plan financier notamment. Et donc dans ce mouvement de réforme profonde, il y a toutes sortes de solutions qui sont proposées, dont effectivement le pan-arabisme ou le pan-islamisme, tout ça étant des réactions grosso modo anti-occidentales, ou alors il y a des formes de nationalisme par imitation de l'Occident. Ça a été la formule Kemal Atatürk, reprise ensuite de manière très proche par quelqu'un comme Bourguiba, mais aussi par le Shah d'Iran. Donc des formules modernisatrices à l'occidental, grosso modo. Alors, panarabisme et panislamisme, ce sont des formules qui, plus ou moins, ont fait long feu, ou en tout cas ont été vaincues politiquement par des nationalismes nationaux, si je puis dire. En tout cas, on voit bien que c'est la lutte contre le colonisateur, en l'occurrence français ou éventuellement italien, qui ensuite légitimait la mise en place de régimes autoritaires et n'acceptant pas la moindre dissension, n'acceptant pas le moindre pluralisme. Parce qu'après s'être mobilisé de manière supposément unitaire contre l'occupant, il fallait ensuite se mobiliser pour fonder une société nouvelle. Et donc, ce n'était pas le moment d'accepter des minorités religieuses, ce n'était pas le moment d'accepter des minorités culturelles comme les berbères, ce n'était pas le moment d'être divisé avec un système multipartiste. Et donc, grosso modo, ça a été un petit peu une reconduction permanente d'une mobilisation nationale et nationaliste qui a permis la mise en place de régimes autoritaires, et y compris la cause palestinienne a été une manière de reconduire en permanence ce combat unitaire, tous unis contre les forces hostiles. Et contre l'islamisme ensuite, lorsqu'il a commencé à se développer au milieu des années 70, enfin grosso modo, on va dire dans les années 70, je parle là du Maghreb, hein, je ne parle pas de l'Égypte où les frères musulmans sont présents dès la fin des années 20, mais dans ce moment, on a vu justement se renforcer un discours national, c'est-à-dire qu'on mettait en avant maintenant un islam national, une spécificité religieuse basée sur des saints, notamment sur des institutions locales, avec une dimension. C'est pour ça que c'est important de rappeler qu'il y a un jeu aussi sur le religieux de la part de ces leaders laïcs. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans les débats entre
laïque et islamiste, ce sont les islamistes finalement qui sont accusés par leurs adversaires politiques d'être défenseurs finalement d'une religion transnationale qui n'a pas de caractère authentique sur le plan local et national. Donc on en arrive à une forme de nationalisme renforcé finalement au nom de la lutte contre l'islamisme. Juste un mot, parce qu'il faut qu'on termine. Je voulais simplement dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans les révolutions arabes, c'est précisément que ce sont des révolutions qui se sont à la fois, il y a eu un effet de contamination, de contagion, mais en même temps, ça a été quand même très centré autour de chaque État, et parfois même au début, on avait l'impression que ces révolutions se tournaient un peu le dos les unes aux autres. Et puis, peut-être à propos de wahhabisme, il ne faut peut-être pas imaginer que dans les pays arabes, que tout le monde tous les jours pense à l'islam. Il y en a qui ont quand même pas mal d'humour. Je voudrais simplement, à propos notamment des femmes qui n'ont pas le droit de conduire, citer un imam loufoque qui s'est intronisé imam et qui a donné une fatwa. Les femmes n'ont pas le droit de conduire, sauf s'ils conduisent une voiture piégée. Merci beaucoup à vous pour votre présence et vos questions, et à une autre fois. Merci.